Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un webinaire spécial RSE et notamment sous la question de comment faciliter l'empreinte carbone de nos événements, qui est organisé aujourd'hui par Appcraft et Green Événements. Nous sommes également enregistrés par Hoppercast, donc merci à eux, ils sont spécialistes de l'Eventech et du direct et nous sommes à Vanves. Je vais faire rapidement un tour de table. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Donc Appcraft, je suis le président d'Appcraft et Appcraft, on est éditeur de logiciels dans le secteur événementiel et on est la première société française certifiée ISO 20121. Donc la partie RSE nous tient à cœur ainsi que la partie bilan carbone. Bonjour Anne-Delphine. Bonjour Thomas, donc je suis Anne-Delphine Beaulieu, j'ai en charge à la fois la transformation digitale et la RSE du groupe LISI. LISI, c'est une société industrielle qui est spécialisée dans les solutions d'assemblage et les fixations pour les secteurs aérospace, automotive et médical. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas, alors, je suis chargé de projet développement durable chez BPI France. BPI France qui est un acteur financier de la Banque publique d'investissement qui a pour but justement aussi de mettre en valeur donc, du coup, des nouvelles solutions en tant que banque de climat pour réussir notre transition écologique et énergétique. Bonjour Béatrice. Bonjour Thomas, Béatrice Istam. Alors aujourd'hui, j'ai une double casquette. Effectivement, je représente Green Événements, société de conseil en RSE auprès des acteurs de la filière événementielle. Et aujourd'hui, je représente surtout Climate, qui est donc la plateforme de calcul et de pilotage de l'empreinte carbone des événements. Bonjour Samy. Bonjour Thomas. Donc moi, je suis responsable d'innovation chez Green Événements et je pilote notamment la solution Climate qui a vocation à aider l'ensemble des professionnels de l'événementiel dans leur transition vers des événements bas carbone. Très intéressant. Béatrice, pour entrer spécifiquement dans le sujet, en quoi est-ce que la filière événementielle aujourd'hui est nécessaire pour faciliter l'empreinte carbone ? Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est un sujet important pour la filière événementielle, mais ce qui est quand même très important, c'est de se dire que c'est un sujet qui est fondamental, non pas simplement pour la filière événementielle, et je pense qu'on a des acteurs ici qui représentent aussi d'autres secteurs d'activité, finalement pour l'ensemble de l'humanité. Le sujet aujourd'hui, c'est quoi ? Et franchement, c'est très important quand même de repartir de ce sujet, on va dire, vue d'avion, de prendre un petit peu de hauteur. C'est quoi la problématique aujourd'hui ? La problématique, c'est qu'on a imaginé plein de choses, la manière dont on fonctionne sur cette planète, qui fait que nous, humains, on émet extrêmement beaucoup trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que donc aujourd'hui, ça provoque des changements sur le climat qui ont beaucoup de conséquences. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous conseille de faire la fresque du climat pour bien comprendre tous ces sujets. En tout cas, on a un challenge en tant qu'humanité et ce challenge, c'est, si vous l'acceptez, ou pas d'ailleurs, c'est le challenge, c'est comme ça, c'est de diminuer drastiquement la quantité de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, et notamment pour la filière événementielle, qui, ni plus ni moins que les autres filières, que les autres citoyens, doit s'emparer du sujet. Donc c'est un sujet sociétal, c'est un sujet noble dont il faut s'occuper et c'est un sujet qui nous concerne tous. Maintenant, pourquoi est-ce que on est là pour parler de la filière événementielle et personnellement, je pense que cette filière événementielle, elle a un rôle tout à fait particulier à jouer. C'est parce que non seulement on peut agir sur notre impact direct, le maîtriser, le diminuer, mais on est aussi une filière qui rassemble chacun de nos concitoyens, chacune de nos entreprises, via nos salons, via nos événements sportifs, via nos fêtes privées. Et donc, notre manière d'être responsable, de montrer qu'on s'empare de ce sujet, est aussi une manière, finalement, de décupler l'effet en touchant nos publics et en leur montrant que c'est des sujets qui sont importants. Donc, pour moi, notre filière, elle a une responsabilité et une opportunité, finalement, ça c'est une chance, encore peut-être supérieure à d'autres filières, et donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et puis l'autre aspect, qui est peut-être un petit peu moins positif, mais qui marche aussi très très bien pour faire avancer les choses, c'est que ça devient obligatoire. Voilà. Donc très clairement aujourd'hui, la réglementation avance pour faire en sorte que de plus en plus d'entreprises, notamment, puisqu'on parle des entreprises, sont contraintes sur le calcul de leur gaz à effet de serre, puisqu'on doit tous s'engager vers une trajectoire de réduction. Et donc, on voit que les acteurs de la filière sont de plus en plus sollicités par les donneurs d'ordre pour fournir des informations et montrer qu'ils s'engagent dans une démarche de réduction. Donc, c'est quoi les challenges pour s'engager dans une démarche de réduction ? Un, c'est de mesurer.
Et puis 2, c'est de piloter la réduction. Et c'est exactement ce qu'on a voulu proposer à la filière en créant cet outil Climate qui permet de manière simple, didactique, adaptée à la réalité des acteurs de la filière, de s'emparer de ces sujets qui ne sont pas aussi simples à gérer quand on arrive, qu'on n'a pas été formé là-dessus et qu'on n'a pas d'outils. Donc c'est vraiment à la fois la situation de la filière et puis la proposition que nous on fait pour avancer. Et donc l'objet aujourd'hui de nos échanges va consister à réfléchir à comment est-ce qu'on va encore plus loin pour que ce soit encore plus facile et encore plus fiable d'avancer sur ces sujets de calcul et de pilotage de la réduction de l'empreinte carbone. D'accord. Justement, pour illustrer ce que vous venez de dire, nous avons un enregistrement de Laure Céleste où nous lui avons posé la question en quoi les événements s'inscrivent dans une politique de décarbonation des entreprises. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Laure Céleste, responsable communication chez FH Construction. L'idée de mesurer l'impact carbone de nos événements remonte déjà à plusieurs années, mais plus particulièrement il y a 2 ans, où on a déjà mesuré l'empreinte carbone du post-transport de notre convention qui avait lieu à Marseille. Donc ça nous a donné une référence, on va dire, de dépenses carbone, mais sur le post-transport. Aujourd'hui, en 2023, on souhaite mesurer l'impact carbone de l'ensemble de l'événement. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Climate pour avoir un outil fiable et plus professionnel qui permette de mesurer tout le périmètre, tous les scopes de l'événement. Et avec ça, on souhaite calculer l'émission de notre événement et pouvoir nouveau point de référence pour, à l'horizon 2025, pouvoir comparer avec l'objectif que s'est fixé le groupe Eiffage, qui est de réduire de 15% à l'horizon 2025 ses émissions de CO2 sur le scope 3 et de 30% à l'horizon 2030. Et ce qui nous permet en fait de suivre une trajectoire, s'inscrire dans celle-ci et diminuer au fur et à mesure l'impact carbone de nos événements. Thomas, quelle est la vision de la BPI sur ces sujets notamment ? Alors c'est vrai que j'avais précisé un peu au début, en soi notre objectif aussi derrière, c'est de mettre en valeur, de faire émerger des nouvelles solutions et des nouvelles innovations pour réussir notre transition écologique et énergétique. Comme l'a précisé Béatrice, c'est un enjeu planétaire, on est tous concernés par ces enjeux. Donc nous, on essaie donc, du coup, de montrer un peu ce qui est possible de faire concrètement, opérationnellement. Alors, cette mise en valeur, elle passe aussi par de l'événementiel. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, du jour E qui a eu lieu début avril. Mais il faut bien mettre en accord son ambition. Notre ambition, c'est de réussir la transition écologique et énergétique. Et il faut la mettre en accord aussi avec les coûts qu'on va avoir en réalisant cette mise en valeur. Donc derrière, nous, on travaille beaucoup avec nos partenaires pour réussir justement à réaliser ce défi de rendre l'événementiel le plus responsable possible. Mais c'est toujours un sujet qui est en maturation. C'est toujours un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Et même si, vous l'avez précisé, on a quand même quelques réglementations qui arrivent et qui viennent justement un peu structurer la démarche RSE et responsable de l'événementiel, c'est encore un sujet sur lequel on travaille, on ne met pas forcément en valeur, mais sur lequel on attache une importance particulière. D'accord, donc finalement le calcul d'empreinte carbone, c'est vraiment spécifique à l'événementiel. Alors, le calcul de l'empreinte carbone, il n'est pas forcément spécifique à l'événementiel, puisqu'il touche un peu tous les secteurs et toutes les activités d'une entreprise. En soi, on attache beaucoup d'importance à mesurer notre empreinte carbone sur nos activités propres. On réfléchit justement à le démocratiser notamment à toutes nos activités et notamment sur notre événementiel. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est, comme je le disais, qui est en cours de réflexion. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'en fait, le secteur de l'événementiel, en fait, il y a plein de métiers qui sont impactés. Il y a le déplacement des participants, et Céleste nous en parlait à l'instant, mais il y a la restauration, enfin voilà, il y a beaucoup de métiers. Donc ça rend quand même le sujet, on va dire, un peu complexe, de par cette nature-là, de multiplicité des acteurs engagés sur un événement. La filière événementielle, il faut rappeler, c'est à peu près 200 métiers. Donc, voilà.
C'est vrai que si je peux me permettre de rebondir, c'est vrai que c'est un véritable défi qu'on doit réaliser. C'est un défi à la fois pour centraliser les données, parce que quand on fait de l'événementiel, on a beaucoup de partenaires et beaucoup de prestataires, notamment sur des grands salons. Donc arriver à centraliser toutes les données de chacun pour arriver à avoir une vision globale de l'impact et du coût environnemental qu'on a eu sur ce salon, mais c'est aussi un défi de fiabilité des données. Arriver à quantifier et à qualifier de manière précise les données et les coûts qu'on va engendrer avec l'événementiel. Effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est un défi quand même assez complexe à aborder. Et si je peux me permettre, au-delà de la chaîne de valeur éclatée, effectivement de la difficulté d'obtenir des données qualitatives, en fait l'événement se déroule, comme tout le monde le sait, sur un temps beaucoup plus court que les exercices similaires dans le cas d'une organisation. Donc, par exemple, un bilan carbone d'une organisation va se faire sur un laps de temps d'1 année et sera plus ou moins maîtrisé puisque les acteurs ont le temps de faire émerger des données. Sur un événement, la chaîne de valeur est éclatée, donc la responsabilité elle-même est éclatée, et le temps de collecte est beaucoup plus court. Anne-Delphine, vous souhaitez peut-être réagir ? Oui, alors moi je fais partie de ces organisations qui ont 1 année pour collecter, sauf qu'effectivement c'est pas aussi simple parce que la masse de données à collecter est quand même colossale et qu'aujourd'hui on n'a pas tous les outils pour collecter. Donc il y a quelques cas qui fonctionnent, c'est pas tout noir non plus, mais il faut aller vers un peu plus de capteurs, un peu plus d'IoT, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, pour pouvoir capter de la donnée réelle au plus près du point de consommation. Entre autres, il faut aussi augmenter la fiabilité de ces données. Et donc des personnels soient de plus en plus compétents pour discuter de cette qualité de la donnée, parce qu'en fait une donnée qui remonte intrinsèquement, on ne sait pas si elle est bonne ou si elle est juste, c'est le temps qui le dit et c'est l'expertise et l'expérience des gens. Les facteurs d'émission bougent beaucoup, donc on a un groupe industriel, on est présent dans 13 pays, autant vous dire que l'impact du scope 1 sur l'énergie entre l'Allemagne, la France, la Californie par exemple n'est pas du tout le même, ni même le Canada. Donc la collecte de données est un vrai défi et il ne fait que croître puisque la CSRD nous rajoute aussi à la partie biodiversité qui est à mon avis aussi un défi universel encore presque plus grand que l'empreinte CO2. Et donc tout ça c'est pas simple à mettre en musique. Donc on collecte, on essaye ensuite de construire un narratif parce que bien évidemment mesurer c'est une chose, comprendre c'est encore une deuxième et puis qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Et ce qu'on en fait c'est essayer de mettre tout le monde dans un mode action pour essayer de réduire notre empreinte carbone. Et donc, il y a un deuxième défi qui est de construire un narratif d'entreprise qui va engager non seulement l'entreprise, ses salariés, mais qui va aussi parler à ses parties prenantes externes, donc à ses clients, à ses investisseurs, à nos fournisseurs et de manière beaucoup plus large à l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça le défi, c'est de se servir de données incomplètes mais qu'on passe notre temps à améliorer pour construire des narratifs qui vont engager tout le monde vers l'action qui est la réduction des empreintes carbone. Si tu me permets, je voudrais revenir sur le narratif dont tu viens de parler, Anne-Delphine, mais juste faire un petit témoignage aussi sur ce que tu disais, Samy, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un temps long sur le bilan carbone. Donc nous, chez Appcraft, on a fait notre bilan carbone et on s'est bien rendu compte effectivement de la difficulté que ça occasionnait et ça pose plein de questions. Mais là, voilà, je change casquette. On fournit aussi des solutions digitales pour l'événementiel. Et là, clairement, le temps, il n'est plus du tout le même. Il est ultra compressé. Donc le fait derrière d'industrialiser et d'avoir des solutions assez vertueuses où on ne va pas non plus avoir de pollution de la data, parce qu'il peut y avoir aussi ces notions-là, et tu l'évoquais un peu, on remonte de la donnée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a aussi cette question de pollution qui est assez sensible. Et pour revenir sur la partie narrative que tu évoquais, on voit bien aussi dans les entreprises, il y a cette question autour du greenwashing. Est-ce que toi, tu as été confronté à ce genre de choses? Et derrière ça, le secteur événementiel est particulièrement exposé justement au narratif derrière. Il y a le narratif de l'événement en lui-même, mais il y a aussi comment on va raconter qu'on rassemble plein de personnes et forcément, ça a un coût. Ouais. Donc derrière, ça veut dire qu'on va travailler sur des nouvelles scénarisations d'événements. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023, c'est très compliqué d'expliquer qu'on va envoyer 300 collaborateurs à Marrakech pour faire du squat dans les dunes. C'est compliqué, certains le font encore, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à faire ce genre de choses, et tant mieux. Du coup, comment toi, pour un groupe quand même qui est vous êtes dans 13 pays, comment ça se passe, et comment ce narratif, et comment cette valeur pédagogique aussi de l'événement qu'évoquait un peu Béatrice peut se travailler? Alors le narratif, il se construit dans le temps.
Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre, et quand on mesure dans le temps, on se rend compte de ce qu'on est capable de faire, comment on peut engager l'entreprise et l'ensemble, ou de ne pas faire, et d'engager l'ensemble de nous. On a à peu près 42 sites à travers le monde, donc 42 usines, hein, on fait de la production manufacturière, et donc il faut rester crédible. Donc pour ne pas prêter le flanc à du greenwashing auquel on n'a pas été exposé en tant qu'entreprise, et pour construire quelque chose de crédible, il faut que l'ensemble de nos dirigeants, l'ensemble de nos collaborateurs trouvent ça eux aussi crédible et réalisable. Et donc, il vaut mieux aller vers des objectifs qu'on pense ambitieux mais réalistes que d'essayer de promettre la Lune qu'on ne saurait pas tenir, parce que pour le coup, on prêterait le flanc au greenwashing. Et après, il faut trouver les endroits où on peut répondre à cette demande. Et il y a des réponses locales, il peut y avoir une ambition globale, mais quand on a des usines en Californie, en Turquie, en Chine, au UK, en France, en Allemagne et bien d'autres, la réponse, elle est locale. La Californie ne subit pas la même pression que subit l'Europe avec son set réglementaire. Pour autant, les deux pays cherchent à réduire leur empreinte carbone. Il y a une réponse plutôt d'incitation fiscale qui a été très forte donnée par les États-Unis avec l'IRA. Il y a une réponse plutôt réglementaire ou par le fléchage de l'argent et de l'investissement qui est faite en Europe. Donc partout, on voit bien que c'est une problématique universelle et que ce soit les États-Unis ou l'Europe, ils répondent avec des armes un peu différentes parce qu'elles partent de contextes différents aussi. Et alors, peut-être là-dessus, je peux rebondir sur nous, ce qu'on entend chez énormément de ce que nous on appelle des annonceurs, donc des grandes marques qui utilisent le calcul carbone de leurs événements. C'est aussi dans ce souci, en fait, du narratif et de la cohérence. Effectivement, l'empreinte carbone de votre groupe, je pense qu'il n'est pas principalement... Enfin, la partie événementielle est finalement petite si on regarde juste la quantité. Exactement. Voilà. Par contre, ce que nous disent aujourd'hui les grandes marques, et c'est vraiment significatif depuis quelques semaines et mois, alors je ne sais pas si c'est la loi avançant qui fait son chemin, je pense que c'est aussi un sujet de maturité des publics, ils nous disent en fait notre narratif ne tient pas si lorsque l'on réunit nos publics, que ce soit nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires, nous ne sommes pas en démonstration en fait, de cet engagement de responsabilité. Et donc, prétendre être dans une trajectoire bas carbone, etc., mais effectivement, aller faire ce dont tu parlais, des séminaires qui seraient très loin pour quelques jours sans sens, ou même ne pas montrer qu'on a une attention sur ce sujet du carbone à des moments finalement importants dans la vie de l'entreprise, les réunions, serait extrêmement dangereux. Et puis, on perdrait une opportunité en fait, de démontrer notre cohérence et notre volonté d'avancer. Donc finalement, l'événement prend une part fondamentale dans ce narratif, du fait aussi de la maturité des publics qui ne sont pas prêts qui vont vite remarquer une dissonance, finalement, même si d'un point de vue quantitatif, effectivement, sur un gros groupe industriel... Alors on trouve des moyens quand même de faire des événements et d'engager. Par exemple, on s'est saisi de la semaine du développement durable pour pendant 6 semaines, mettre à l'honneur un certain nombre d'initiatives dans les différents pays qui avaient trait au développement durable. Donc on a eu les usines espagnoles, les usines allemandes, les usines américaines, des usines françaises qui ont toutes se sont saisies de cette notion-là pour mettre en valeur un aspect de la transformation, de la transition climatique. Donc il y a des événements, effectivement celui-là il a peu coûté en empreinte carbone puisqu'on a déplacé personne. On a utilisé effectivement le son, la vidéo, l'image et un peu d'animation autour. Donc on peut quand même engager un groupe de 10 000 salariés présents dans 13 pays de différentes façons. On le fait beaucoup moins avec des grands événements, c'est clair. Et on utilise par exemple la fresque du climat que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est faite au niveau local. Donc comme ça n'implique pas de déplacement. On est en train de former plusieurs collaborateurs à être eux-mêmes animateurs de la fresque du climat. Donc ça évite de déplacer aussi un grand nombre de personnes. Et puis effectivement, quand on fait des événements, on essaye de montrer qu'on a des objets réutilisables, qu'on est dans le recyclage ou l'économie circulaire, qu'on fait venir plutôt localement l'ensemble des prestations. Donc il y a quand même des moyens de rester en cohérence avec ce qu'on fait. Pour autant, effectivement, sur un groupe comme le nôtre, l'événement effectivement reste epsilonesque sur l'impact du bilan carbone. Et je pense que du coup, ça a comme conséquence des nouvelles séries
scénarisation d'événements, parce que tu évoquais la semaine du développement durable, où en fait il va y avoir des actions dans chaque pays. Donc comment tout ça est coordonné. Et ça veut dire aussi qu'en termes d'indicateurs, de data, etc., tu peux avoir une diversité de sources qui rend les choses assez complexes. Si tu veux faire ton bilan derrière de cette semaine du développement durable, qui pourrait être assez vertueux et pédagogique, comme l'évoque beaucoup Bling, je pense que c'est aussi intéressant à ce niveau-là de retravailler en fait des nouvelles scénarisations. Je pense que je voulais revenir justement sur un terme que vous avez un peu tous employé, c'est le terme pédagogie. C'est vrai que là, on le voit, alors vous l'avez mentionné avec les réglementations qui arrivent, les enjeux qui sont extrêmement complexes à comprendre, même au niveau de la biodiversité, arriver à embarquer tout le monde et à faire comprendre l'engagement qui est nécessaire à tout le monde, c'est extrêmement complexe. Et la pédagogie, je pense qu'elle est essentielle, parce que le secteur de l'événementiel commence à se transformer, commence à revoir un peu son modèle d'affaires pour être plus vertueux, mais derrière, il faut faire preuve de pédagogie. Que ça soit en tant que donneur d'ordre, en tant que partenaire, arriver justement à embarquer toutes les équipes, à expliquer en amont de l'événement qu'il faut préparer, qu'il faut que le stand justement soit éco-conçu, qu'on mette en place des nouvelles solutions pour que derrière on arrive à retrouver du coup un peu l'impact environnemental qu'on souhaiterait avoir. Ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande aussi du temps même pendant l'événement. Lorsqu'on souhaite avoir un public qui est parfois néophyte, qui a du mal encore à comprendre ces enjeux, il faut prendre du temps à expliquer pourquoi on a décidé de faire cette démarche, dans quel cadre justement, lorsqu'on a construit le stand, ça simplement dans notre ambition, dans notre démarche, tout ça, ça prend du temps. Et ça prend de la pédagogie. Merci Thomas. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y a une réelle pédagogie derrière ces événements. Mais maintenant, si on rentre plus dans le concret, on a besoin de data. Du coup, Samy, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cet enjeu-là qui est la collecte de data ? Bien sûr. Alors, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que le sujet fondamental, c'est la réduction. Maintenant, on ne peut pas réduire ce qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer sans données collectées auprès des différents acteurs qui participent en fait à l'événement. Donc, il faut bien être conscient aussi du périmètre de collecte. C'est la première des choses. En fait, l'ensemble des activités qui vont permettre la réalisation de l'événement, donc que ce soit en amont, mais aussi en aval, et bien sûr pendant l'événement, donc tout ce qui va être transport, consommation d'énergie, consommation de consommables, d'aliments. Donc vous voyez, il y a énormément de postes d'émission à considérer. Et j'aimerais revenir sur ce que Thomas a dit en termes de qualité des données. En fait, l'objectif, au départ, c'est pas d'avoir une image parfaite en tout point et d'avoir les meilleures données possibles, parce que sinon, on ne se lance pas. En fait. C'est vraiment un process d'amélioration continue. L'objectif au départ, c'est d'avoir une première image qui ne sera pas parfaite, à coup sûr, mais au moins qui permettra de prendre de la hauteur et de constater les ordres de grandeur en termes d'impact de son événement. Et d'ailleurs, de prioriser en fait, les postes d'émission les plus importants et sur lesquels on va travailler pour être dans une démarche durable et de réduction de l'empreinte. Au fur et à mesure que l'écosystème va prendre en maturité, on va pouvoir demander, bien sûr en anticipant, puisque si on arrive auprès de ces prestataires en leur demandant des données à la suite de la création du cahier des charges et des contrats, on va faire face à un mur, parce que comme on l'a évoqué précédemment, on passe d'un événement à un autre très rapidement, et le temps n'est pas forcément disponible. Donc l'idée, c'est d'anticiper au maximum, de demander les données disponibles, et au fur et à mesure de demander des données plus qualitatives et complètes, et d'affiner en fait l'image de son événement, l'image de l'empreinte de son événement, pour prioriser les postes d'émission les plus importants et venir réduire son empreinte carbone au fur et à mesure. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Samy, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est monter progressivement le niveau d'exigence. Donc sur un groupe comme Lizzie, on est passé progressivement de facteurs dits monétaires, donc en gros basés sur des factures, à des facteurs de plus en plus physiques, basés sur des données réelles de consommation. Mais ce n'est pas encore parfait et ce n'est pas encore complet. Sur les facteurs d'émission, on essaye progressivement de passer des facteurs qu'on appelle location-based, donc basés sur un pays, à des facteurs market-based, basés réellement sur la réalité du partenaire ou du fournisseur avec lequel on travaille.
Et donc c'est un travail sans fin, d'autant que la réglementation ne cesse d'inventer de nouvelles façons de collecter et que la biodiversité, pour le coup, on se creuse tous les méninges sur comment on va être en capacité de collecter les données et les impacts qu'on peut avoir sur la biodiversité sur l'ensemble des sites sur lesquels ou les territoires dans lesquels on œuvre. Donc cette notion de progression dans l'expression du bilan carbone et sa qualité, elle est fondamentale. Et c'est là où on retombe sur le narratif parce qu'on mesure beaucoup mieux en 2022 qu'on mesurait en 2019. Résultat, on mesure plus de postes, donc on a l'impression que notre bilan carbone se dégrade. C'est juste qu'on collecte beaucoup plus et encore plus précisément. Et donc, de temps en temps, dans nos narratifs, on est obligé de faire ce qu'on appelle des périmètres constants d'analyse, parce que sinon, on s'en sort pas. Et pour autant, c'est le sens de l'histoire, c'est d'être de plus en plus conscient de l'impact qu'on a pour pouvoir lancer toute l'organisation dans l'action. Parce que au niveau pédagogie, en fait, il y a peu de résistance, en tout cas dans les groupes dans lesquels je suis, il y a peu de résistance à comprendre qu'il faut le faire. C'est plus, mais comment on se met en mouvement, comment on rentre dans des projets et comment on a l'impression d'être acteur nous-mêmes de ce changement. C'est exactement ça. Pardon. Vas-y, Thomas. C'est exactement ça. C'est comment concrètement, demain, justement, j'arrive à réduire mes postes de dépenses. Et c'est pour ça que c'est vrai que le calcul d'un bilan carbone est tout à fait pertinent. Et même si aujourd'hui on collecte de plus en plus de données, c'est un avantage. C'est qu'on sait de manière plus précise quelles solutions on doit mettre en place pour avoir tel impact, mesurer l'impact réel de la mise en place des actions. Et c'est vrai que c'est fondamental. Alors, du coup, sur le sujet, finalement, pour revenir à la question comment faciliter, en fait, parce que là, du coup, c'est vrai qu'on est en train de déterrer plein de problématiques, et c'est vrai, et vous êtes prêtés au jeu, donc vous savez que tout ça, c'est des vraies problématiques opérationnelles. On a tous finalement envie, je pense, de contribuer à ce mouvement global et de rentrer dans ce cercle vertueux. Maintenant, comment est-ce qu'on facilite ça ? Et donc, nous, déjà, à travers l'outil, après, on va parler justement des collaborations qu'on est en train de mettre en place pour faciliter la vie des opérateurs. Mais à travers l'outil, déjà, on a voulu créer un outil qui fasse que vous soyez, entre guillemets, débutant sur les sujets carbone, que vous ayez un écosystème mobilisé, ou alors vous soyez plutôt très avancé avec des données précises, vous pouvez rentrer, en fait, dans le jeu du carbone. Présenter ça comme un jeu. Et même si vous n'êtes pas parfait la première fois, on vous donne la possibilité au départ de créer des données monétaires. Alors clairement, on ne veut pas que vous restiez là. On veut vous amener plus loin. Mais en tout cas, on sait que c'est une des premières étapes parce qu'au départ, quand on commence à utiliser un calculateur, on n'a pas encore fait cette démarche de méthodo avec les différents prestataires. Donc ça, c'est possible. Climate permet sur certains postes de rentrer des données monétaires pour ceux qui veulent avoir une première image globale. Et ensuite, on a travaillé avec plein de professionnels de la filière pour trouver en fait les bonnes questions opérationnelles qui vont permettre de rentrer dans des choses plus opérationnelles qui vont permettre de piloter. Mais pas des questions éthérées qui sont issues de choses théoriques, des questions auxquelles les professionnels peuvent effectivement répondre et des sujets sur lesquels ils peuvent effectivement agir pour réduire l'empreinte. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur Climate. Donc ça marche bien. Ça facilite la vie des utilisateurs. Maintenant, ce qui nous manque, et ce pourquoi on est réunis aujourd'hui et je pense qu'on va débattre, c'est comment est-ce qu'on facilite la vie des gens pour aller chercher finalement de la donnée. Il y a les sujets de fiabilité parce que c'est bien d'avoir sensibilisé les partenaires, mais s'il faut tout ressaisir à la main, il y a quand même des risques de se tromper, de ne pas mettre les bonnes unités, de louper des choses, etc. Et puis, ça nécessite quand même du temps. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on est en train d'imaginer avec différents acteurs, dont AppCraft, qui depuis le départ est très sensible à ces sujets, des méthodes pour aller faciliter la vie et qu'en gros, notre rêve, c'est qu'en un bouton, on appuie sur un bouton, et puis l'utilisateur, la personne qui souhaite calculer son empreinte carbone d'événement, va pouvoir récupérer énormément de données. Merci Béatrice. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons demandé à Benoît Tristam son point de vue sur la captation d'informations dans le cadre d'un événement. Aujourd'hui, je pense que c'est la captation des infos, elle est difficile, elle est compliquée en fait. Elle est compliquée parce que les organisateurs d'événements
et notamment par rapport aux data. Il y a trop de data, il y a des questions sur comment je choisis les data, et puis surtout derrière comment je les traite en fait, ces data-là, comment je les manipule. Pour moi, les équipes projet, que ce soit projet, log, prod, en agence ou chez l'annonceur, hein, c'est pareil, elles sont pas formées pour ça. On est des communicants, mais le côté data analyse et autres, on n'est pas trop formé à ces parties-là. Et en plus, on a tellement d'autres choses à gérer que ça devient compliqué en fait. Donc la captation de data, elle est compliquée aujourd'hui, mais par contre, elle est hyper utile. Elle est hyper utile pour comprendre les besoins et les préférences de mes participants. Elle va me permettre de personnaliser l'expérience, d'améliorer la qualité de l'événement et de travailler les parcours, en fait. Et donc, la data, il va falloir que je la capte, et à la fois en amont de l'événement, pendant l'événement et même après l'événement. Et tout ça, ça va me permettre de retravailler l'événement, de leur donner une énergie, en fait, quelque part. En gros, la data, pour moi, si je devais répondre sur comment je vois la data par rapport à l'automatisation et le côté green, on pourrait opposer les deux en fait. Mais moi, je pense que les deux, ils s'associent assez naturellement. La data, elle va me permettre de définir les parcours. Elle va me permettre de déterminer combien de temps les participants, précisément, sont restés à un endroit donné, que ce soit sur un live, un stream, sur une plateforme, ou que ce soit sur un événement physique, en équipant par exemple les participants de puces RFID ou autre. On va être capable de traquer en fait le participant, de savoir quel est son rythme de vie sur l'événement quelque part. Et ça va me permettre de déterminer de manière très très précise, non pas en gros et un peu au doigt mouillé, mais de manière beaucoup plus précise sur les préférences de chacun de mes participants. Ça va me permettre de personnaliser l'expérience et donc quelque part de moins dépenser. De moins dépenser d'argent, de moins investir aussi de ressources, et donc si j'investis moins, de fait c'est forcément plus green pour l'événement. La data, ne serait-ce que d'identifier que je vais avoir une majorité de personnes qui préfèrent ne pas se déplacer ou qui vont vouloir se déplacer en train ou avec des mobilités douces, et je vais pouvoir peut-être avec des API dédiés, avec des apps dédiées, pouvoir connecter ces participants entre eux de manière automatique. En gros, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de ne plus faire notre métier d'artisan de manière artisanale, mais c'est de le faire de manière plus, plus industrielle quelque part. Et donc, le fait d'automatiser les datas, de la récolte de data et le traitement des datas, et d'en sortir surtout l'extraction derrière. Moi, je vois ça un peu comme des Lego, c'est-à-dire qu'au début, on a un tas de Lego avec plein de pièces très différentes. Ensuite, je vais partager mes pièces en différentes couleurs. Ensuite, à partir de ces pièces, de cette manière de traiter la data, quelque part, je vais en faire une maison, je vais raconter des histoires. Et en fait, l'enjeu, il est là. L'automatisation, elle va me permettre de raconter plus facilement les histoires sur les événements. Anne-Delphine, si on rebondit un peu sur ce qu'on vient d'entendre, comment une société industrielle aujourd'hui, quels sont ses attendus en fait en termes de data? Comment est-ce qu'on capte ces datas-là? Alors nous, on ne travaille pas au tracking, on va plutôt consommer des données physiques. Et pour avoir accès à ces données physiques au point réel de consommation, on va utiliser de plus en plus soit des plateformes de supervision. Et donc dans l'énergie, par exemple en France, il y a EDF Suivi Conso, où il y a Engie aussi qui a mis en place ses propres plateformes qui sont basées sur des points de collecte. Il faut savoir que ces points de collecte, ils ont été établis il y a très longtemps. En général, au moment où on a créé l'usine, on a décidé qu'il y avait un capteur pour l'eau, un capteur pour le gaz, un capteur pour l'électricité. Aujourd'hui, on démultiplie ces points de collecte. Donc on travaille aussi avec tout un tas de partenaires, dont par exemple EcoAdapt, que je peux citer, mais qui nous aident à positionner beaucoup plus de points de collecte. Une usine à Villefranche-de-Rouergue, par exemple, a aujourd'hui 300 points de collecte de données physiques. Donc c'est bien plus que ce qu'on faisait à toute création d'usine jusqu'à présent, pour pouvoir dire dans le secteur des fours, quelle est la consommation électrique de ce secteur par rapport à un autre, quelle est la consommation des bureaux par rapport à la production. Donc on rentre dans des systèmes où le maillage de points de collecte est beaucoup plus puissant. Donc il faut bien sûr que ce soit sur des données physiques de consommation. Dans les industries, le scope 1, le scope 2 sont importants, bien évidemment, mais le scope 3 l'est beaucoup plus. Sur un bilan carbone comme l'ISI, 80% de notre bilan carbone, il est dans notre scope 3.
Donc il est entre guillemets en dehors de nos murs et c'est comment... Je crois que c'est la majorité des c'est cas. la majorité il y a des de cas. plus en plus d'entreprises qui, quand elles font leur scope 3, se rendent compte C'est que ça. finalement le scope 1 et émissions, 2 ouais, et c'est voilà, ça. les émissions sont... Mais avant d'aller embêter importantes. ses petits copains, il faut être propre chez soi. Donc je pense qu'il faut balayer devant notre porte pour être crédible, pour aller voir un fournisseur et lui dire j'exige bientôt de ta part que tu me donnes une qualité plus grande sur les données. Donc il faut que chaque entreprise fasse l'effort d'être à peu près propre sur son scope 1-2 pour être crédible en allant en contact avec ses fournisseurs du scope 3. Et ensuite, il faut choisir ses batailles parce qu'on n'est pas une armée de personnes pour pouvoir faire fonctionner. Et il faut trouver le juste équilibre entre passer son temps à collecter de la donnée et passer son temps à faire. Or, il est bien plus important et bien plus urgent de faire, même si on n'a pas les bonnes données. Il y a énormément de pragmatisme. On a parlé du plan de sobriété l'an dernier. On n'a pas eu besoin de dire à nos sites ce qu'ils devaient faire. Ils sont venus d'eux-mêmes avec des idées basés par le terrain, par leur réalité du quotidien. Et on a réussi à faire de la sobriété sans mettre du narratif trop compliqué. On a juste utilisé l'intelligence collective de chacun. Donc il faut trouver un petit peu cet équilibre entre, certes, la donnée est essentielle parce qu'elle permet de mesurer à un instant T où est-ce qu'on est et de justifier par rapport à des trajectoires futures si elles sont ambitieuses mais réalistes. En revanche, il faut faire. Il faut passer plutôt 80% de son temps dans l'action et 20% de son temps dans la collecte, à mon avis. On veut l'automatiser, donc il y a moyen de... Oui, mais avant d'y arriver, mais même avec des capteurs, je peux vous dire qu'il faut des gens pour contrôler. C'est comme les pilotes de drones, c'est automatique, mais il y a un pilote. Donc, comme on l'a vu, il y a quand même une diversité d'enjeux depuis le début. Il y a d'abord le secteur événementiel, après il y a tout ce qui va être la collecte de data. Mais maintenant, est-ce que du coup, en associant les deux, on peut percevoir l'événementiel comme une activité durable? Vous en pensez quoi, vous, par exemple, Laurent? Alors, je ne sais pas si elle est durable, mais il faut qu'elle le devienne, ne serait-ce que parce que justement, on a un devoir d'exemplarité et qu'on rencontre beaucoup de public, donc il faut qu'on soit dans cette démarche-là. Je ne suis pas sûr que cette démarche soit déjà ancrée chez les annonceurs qui considèrent l'événementiel comme quelque chose de très éphémère, qui vont dans des compétitions régulières ou des agences ne pas forcément être très fidèles. Et là, il y a un moment où il va falloir être un peu plus fidèle sur les outils de mesure notamment. On ne peut pas changer tous les 4 matins de capteur dans une usine, ça va être la même chose dans l'événementiel. Et donc derrière, pour nous, l'enjeu, c'est aussi de construire un écosystème avec Béatrice, avec Green Événements, mais avec d'autres. Et moi, j'invite tous ceux qui sont intéressés par ces questions-là à nous rejoindre, parce qu'en fait, c'est notre écosystème, c'est un écosystème en tout cas de partenaires qui va être en mesure d'offrir une solution globale et de rendre effectivement nos métiers plus durables. Je voudrais revenir sur un point qu'évoquait aussi Béatrice, qui est très important, sur les facteurs d'émission, les ratios monétaires. Effectivement, il faut sortir de ça. Le fait d'avoir fait notre bilan carbone, ça nous permet de dire à nos clients, voilà, nous on sait qu'une heure d'émission, elle va avoir tel poids CO2 parce qu'on a pu le calculer réellement. Et on ne s'appuie plus du coup sur les ratios monétaires de l'ADEME, entre autres. Et ça, c'est un élément qui est quand même assez vertueux, c'est qu'on s'est rendu compte que du coup, en ayant fait ce bilan carbone, on est 4 fois moins polluant qu'un confrère qui serait juste sur son ratio monétaire. Donc, moi, j'invite tout le monde, effectivement, à travailler sur ces indicateurs et de faire son bilan carbone, parce qu'on peut aussi avoir des bonnes surprises. Et ça, c'est très bon. Et donc, le travail entre nous, le travail avec Green Événements, le travail avec Climate, ça va être de partager, justement, nos modes de calcul pour avoir des systèmes harmonisés et de pouvoir offrir une réponse globale à nos clients qui soit la plus, qui soit la plus complète possible. D'accord, donc comme un réel levier en fait. Et du coup, ça devient un levier de croissance pour les entreprises, mais un levier aussi en termes de communication autour des d'événements durables. Autre chose, par exemple, sur les événements, en fait, on voit beaucoup d'entreprises qui vont complètement changer d'outil. Or, ce qu'évoquait Samy, l'enjeu, c'est de mesurer. Et c'est de mesurer et de pouvoir comparer. Le fait d'avoir une plateforme globale de gestion événementielle couplée à un outil de calcul, ça va permettre de mesurer en fait l'intégralité des événements que l'on fait sur l'année. L'enjeu, ce n'est pas forcément la photo de l'événement A à l'instant A, c'est vraiment de pouvoir se dire, voilà, sur l'année, j'ai fait 10 événements, j'ai fait 200 événements. Au final, qu'est-ce que ça donne ?
Et en fait, c'est déjà en réarbitrant en fait, sur ces formats d'événements de se dire, j'avais beaucoup d'événements physiques, et puis finalement, en fait, j'ai beaucoup investi, mais j'ai eu beaucoup de no-show, de gens qui ne sont pas venus. Donc peut-être qu'il faut que je change un peu le format pour les rendre un peu hybrides. Il y avait des formats hybrides qui n'ont pas tellement marché, il faut peut-être que je les mette complètement en digitaux. Et du coup, cette vision globale, en fait, ça donne aussi un levier pour que l'activité soit plus durable et pour que la communication événementielle soit plus durable. Si on le fait de façon micro, événement par événement, en fait, on a une vision qui est très parcellaire et très tronquée. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut s'associer justement pour répondre au mieux à ce besoin du bilan carbone ? Comment s'associer ? C'est typiquement, voilà, c'est un travail avec Climate que l'on fait pour se dire, alors, comment on calcule, par exemple ? Nous, on s'est intéressé, par exemple, au déplacement des participants, parce que c'est un des premiers facteurs. OK, c'est quoi les critères que tu utilises, etc. Et on a dit, oui, mais nous, on a contacté une boîte qui est spécialisée dans le covoiturage. Et donc, on l'intègre en fait dans notre solution pour dire aux participants, si vous voulez, pour votre déplacement, il y a des solutions de covoiturage. Donc là, déjà, on a 3 acteurs. On a un autre partenaire, par exemple, Vodalis, sur la partie vidéo, où on travaille avec eux sur la capacité du participant à réduire la qualité de la vidéo qu'il reçoit. Donc, dans son player, il se dit, en fait, moi, je n'ai pas forcément une image de super bonne qualité. En fait, je peux, en tant que participant, décider que je vais réduire la qualité. Je continue à avoir une expérience qui est très confortable. Mais voilà, ce geste-là et le fait d'offrir ces possibilités, derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on est en capacité, en temps réel, de dire, on a tant de personnes qui sont en ce moment sur les plateformes LinkedIn en train de visualiser notre échange. Voilà, c'est quoi son impact carbone ? Et donc, l'idée derrière, c'est de faire ça, Béatrice l'évoquait, mais par exemple, avec les traiteurs. Les traiteurs, donc nous, on fait du check-in sur les événements, c'est-à-dire on est capable de mesurer, en fait, qui est arrivé sur l'événement. Si vous avez un cocktail pour 200 personnes et qu'à 8h30 ou 9h, en fait, il n'y a que 100 personnes présentes, ce n'est pas forcément la peine de sortir toute la nourriture qui était prévue dans les congélos, parce qu'à partir du moment où elle est sortie, elle est fichue, quoi. Donc là aussi, le fait d'avoir un monitoring en temps réel de son événement, entre partenaires, dans cet écosystème, ça va nous permettre d'être beaucoup plus vertueux, en disant, non, là, on n'a que 100 personnes, donc on sort de la nourriture que pour 100 personnes. D'accord. Dans tous les cas, en fait, c'est du bon sens. La démarche qu'on souhaite avoir, c'est du bon sens. Et même, je voudrais revenir sur une chose, on parle souvent, au niveau de l'événementiel, du ratio monétaire. Aujourd'hui, il y a même un autre ratio que moi, je considère, c'est notamment sur des événements qui sont éco-engagés, par exemple ce webinaire où là le but c'est d'informer et d'expliquer un peu les thématiques et les enjeux, c'est l'impact qu'on va avoir notamment en sensibilisant, en accompagnant les personnes qu'on va pouvoir rencontrer sur l'événementiel versus le coût qu'on va engendrer. Le coût de la location pour monter les stands, pour se déplacer. Et ça, il faut arriver justement à jongler avec ce ratio pour qu'on soit bénéfique et qu'on soit profitable pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a choisi un studio qui était facile d'accès, et puis qui est également éco-conçu. Et qui est éco-conçu. Voilà. Effectivement, c'est très intéressant la démarche d'Hoopercraft qui a vraiment réfléchi en fait toute la conception et l'utilisation de ce studio de manière à ce qu'elle soit le plus bas carbone possible. Donc c'est effectivement des réflexions qu'on doit aussi se porter à nous-mêmes. Sur le sujet de la connexion, nous, effectivement, le challenge Climate, donc comme je disais, le moteur, ça fonctionne. Maintenant, comment on va chercher la donnée ? Et finalement, il y a un petit peu 2 niveaux de partenaires. Il y a les partenaires, on va dire, pratiques qui vont nous faire remonter de la donnée pour faciliter la vie de nos clients. Exemple, un client qui utilise AppCraft ou personne, on va aller voir AppCraft parce que comme ça, nous, on a créé les ponts pour faire en sorte que toutes les données qui seront dans AppCraft, il n'aura pas besoin de les ressaisir. Donc ça, c'est valable pour donc les Event Management Systems. C'est aussi valable pour demain des gens qui gèrent par exemple le fret qui va rentrer sur un site avec des logiciels qui existent déjà. C'est aussi valable quand on travaille avec des traiteurs ou avec des gens qui font du temps de la connexion à leur ERP. Voilà, je veux dire, le tout reprendre à la main, il y a quand même des ponts à créer. Donc le sujet de la connexion, il est clé si on veut arriver à notre objectif qui est d'étendre l'usage et de le fiabiliser. Parce que voilà, le but, c'est pas de passer du temps sur la collecte des données, c'est de passer du temps sur l'intelligence à mettre derrière. Donc nous, pour être au service, il faut qu'on fasse ce boulot.
Et puis après, le deuxième niveau avec des partenaires, on va dire, matures et qui ont aussi envie d'aider la filière à avancer, c'est finalement de se lier en termes d'apporter de l'information pour que les gens puissent directement, via l'utilisation de vos prestations, en l'occurrence, agir directement sur leur niveau de carbone pour essayer d'avoir un événement le plus bas carbone possible. Et les éléments que tu donnais, les exemples étaient très concrets, je pense, et illustrants dans ce sens-là. Et là, tu as aussi un enjeu d'inspiration, justement, aussi aux responsables événementiels, ceux qui vont piloter les événements. Le fait de dialoguer avec Green, ça nous permet aussi d'être attentifs à certaines choses et de pouvoir aussi, en termes de communication auprès de ces responsables et de ces professionnels de l'événementiel, de leur dire, attends, là, tu es en train d'envoyer un mailing à 2000 personnes pour les informer de ton événement et t'envoies une pièce jointe. En fait, nous, dans nos logiciels, on sait déjà qu'il y a la pièce jointe qui a été mise dans son template de mail. Et on peut l'alerter en disant, peut-être que ce serait intéressant que tu envoies juste le lien plutôt que la pièce jointe. Donc on en revient comme au début sur un aspect un peu pédagogique. Et voilà, ce côté pédagogique, il est quand même super important. D'ailleurs, en y revenant, nous avons interrogé Pierre-Jacques Gustave. On lui a notamment demandé en quoi justement les agences événementielles ont un rôle à jouer dans cette pédagogie auprès des annonceurs sur le bilan carbone de leur événement. Alors, c'est une question extrêmement importante et pertinente parce que dans un contexte climatique et social tendu, les enjeux RSE sont effectivement de plus en plus présents dans les demandes d'annonceurs. La prise en compte des aspects du développement durable devient une évidence pour l'ensemble des publics et des stakeholders. Aujourd'hui, ce n'est plus une question, c'est une évidence, c'est devenu un enjeu. Et c'est un enjeu aussi pour le groupe Havas, parce que vous savez que nous appartenons à un groupe qui, d'ailleurs, a décidé de 3 enjeux. Le premier, c'est être des agences exemplaires, le plus exemplaire possible dans les sujets de la RSE. Le deuxième enjeu, c'est de transformer la pratique de nos métiers, donc au niveau de chaque agence du groupe. Et le troisième, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation. Donc on voit bien, premièrement, être exemplaire. Deuxièmement, transformer la pratique de nos métiers, donc se transformer nous-mêmes. Et troisièmement, évidemment, accompagner nos clients dans leur transformation et donc les accompagner dans les demandes qu'ils nous font sur ces sujets-là. Alors au sein des agences événementielles, plus spécifiquement, il y a une véritable prise de conscience qui n'est pas nouvelle. Il est indispensable de limiter l'impact négatif des productions événementielles, tant sur le plan environnemental que sur le plan social. C'est une mission qui nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une direction de la RSE et nous avons obtenu une certification ISO 20121 et que nous venons de renouveler pour la 2e année afin d'accompagner nos clients et leurs équipes dans cette démarche dans le cadre de nos événements. Effectivement, c'est une démarche globale. Le sujet des émissions carbone est un sujet important car très impactant de par la nature de nos métiers. Pour pouvoir agir et réduire ces impacts, il est essentiel, 1, de comprendre quels sont les postes d'émissions majeurs et 2, de les calculer. Et les calculer, ce n'est pas une mince affaire. Donc, au sein du groupe Havas, nous avons décidé de créer un outil de calcul des émissions carbone pour l'ensemble des métiers du groupe et au niveau global, au niveau mondial. Et ce calculateur prend en compte les spécificités de chaque métier de la communication et notamment les métiers de l'événementiel. Chez Havas Events, ce calculateur va donc nous permettre, il est en cours de finalisation, de proposer systématiquement le calcul des émissions de leurs événements, des événements de nos clients, pourtant vers des événements de moins en moins émetteurs de carbone. Et le fait de pouvoir proposer ce calculateur, c'est un véritable outil de pédagogie auprès des annonceurs qui, pour certains, n'ont pas encore intégré ce paramètre dans leur brief, même si l'essentiel de nos clients a déjà intégré un certain nombre de ces éléments dans leur brief. Ça nous permet de jouer un rôle d'agence engagée et en même temps de sensibiliser aux impacts carbone nos clients dans le cadre de leurs demandes et puis de bien identifier dans tout ce qu'ils nous demandent ce qui a un impact plus ou moins important dans les émissions carbone. Et en parallèle, ça permet de répondre à la demande croissante des clients qui nous font des demandes de calcul de l'impact carbone de leur événement. On voit bien que dans le monde de l'événementiel, on travaille avec beaucoup de partenaires et que nous sommes une véritable chaîne. Il y a nos clients qui ont des exigences
d'impact carbone nous-mêmes, et puis nous les demandons, parfois nous les imposons à toutes nos parties prenantes, parmi lesquelles nos fournisseurs de services, nos partenaires, nos prestataires, dont Appcraft évidemment. Et on voit bien que cette chaîne-là, plus elle sera solide, plus elle sera maillée, plus elle sera solidaire, et plus l'impact carbone de nos événements va se réduire. Donc pour réagir à cette chaîne solide dont nous parlait Pascal, est-ce qu'Anne-Delphine, vous pourriez faire une communication, sensibiliser vos collaborateurs à travers de la communication et notamment événementielle ? Alors, les collaborateurs, on le fait déjà. Aujourd'hui, notre défi il est plutôt de sensibiliser notre chaîne de valeur, donc essentiellement nos fournisseurs, et comment on le fait de manière intelligente et efficace. Donc, la sensibilisation des collaborateurs, elle n'est jamais parfaite. C'est un constant défi pour trouver qu'est-ce qui intéresse et comment on est réellement en train d'apporter de la valeur et pas de faire un bruit de fond qui à la fin dérange. Donc ça, c'est le défi. Et le défi principal pour notre entreprise, c'est quand même la partie engagement des fournisseurs. Après, je dirais, pour revenir aux événements, les entreprises, nous, on sait très bien calculer combien on gagne. Ça, c'est rentré vraiment, les financiers savent calculer combien une entreprise rapporte. On est en train d'apprendre combien une entreprise coûte. Et quel est notre coût, quel est notre impact sur la société. Ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est, une fois qu'on connaît ce coût, comment on se pose la question suivante, est-ce que ça en vaut la peine ? Et quand on le dit, est-ce que ça en vaut la peine, ça remet en question tout un tas de choses. Ça remet en question, est-ce que mon modèle d'affaires en vaut la peine ? Est-ce qu'il est pérenne ? Est-ce qu'il est durable dans le temps ? Est-ce que mon événement en vaut la peine ? Est-ce que je ne suis pas en train de m'auto-convaincre que c'est super nécessaire alors qu'en fait, ça l'est moins ? Et de cette dernière question, aujourd'hui, très très peu sont capables de se la poser de manière intelligente parce que c'est des défis qui nécessitent des changements colossaux dans les mentalités des gens, et dans les comportements et dans à quoi sert tout ce qu'on produit aujourd'hui. Alors, tu parlais des fournisseurs, mais par exemple, animer un réseau de fournisseurs, là, on a deux exemples. On a par exemple la plateforme du bâtiment, qui a réuni en fait l'ensemble de ses partenaires et qui était aussi dans cette démarche justement d'essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus éco-conçu avec nos plateformes. Donc je pense que ces moments de rencontre aussi avec les fournisseurs, ça peut être aussi, comme tu le disais, presque un prétexte de dire voilà, on se réunit, on fait quelque chose de sympa, mais en plus de ça, on est inscrit dans une démarche éco-responsable. Et c'est là où c'est assez puissant finalement. Et en préparant cette émission, on échangeait sur un certain nombre d'événements de BPI France qui sont des événements à la fois récurrents. Et alors, tu parlais d'avoir une image globale, finalement. Je fais 200 événements à l'année. Mais je trouve aussi, et nous on le voit, c'est passionnant de travailler sur des événements récurrents. Tout à fait. Nous, clairement, Climate, à l'origine, on l'a fait avec et pour le Festival de Cannes. Bon, et ben on voit la puissance, en fait, de réutiliser la même méthode, le même outil d'année en année et comment on s'améliore sur la collecte, sur le pilotage au fur et à mesure des éditions. Et finalement, chez BPI France, en tout cas, vous faites pas mal de petits événements, mais vous êtes très connus pour les gros événements. Et quand on parle d'écosystèmes et de prestataires, vous réunissez en fait des écosystèmes incroyables de grandes entreprises, de start-up, de prestataires qui contribuent sur l'événement de plein de manières différentes. Et du coup, je trouve que c'est un challenge immense et beau en même temps de rentrer dans cette logique. C'est vrai que le challenge est quand même immense, il faut se le dire. Dans tous les cas, même par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, par rapport à la collecte des données, le fait est qu'on l'a vu justement avec différentes interventions et même les vidéos qu'on a pu observer, on a de plus en plus de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et on porte tous ensemble une valeur commune. Donc c'est beaucoup plus simple justement pour qu'on travaille ensemble et le but aussi derrière, c'est pas d'utiliser la donnée justement en tant que contrainte, mais c'est de co-construire avec toutes nos parties prenantes, avec aussi tous nos prestataires sur lesquels on peut faire de l'événementiel pour que demain on puisse arriver à transformer un peu cette filière. Et si je peux me permettre juste de rebondir, et je pense que ça va aller parfaitement dans ta transition par la suite. Tu lis l'avenir ? J'ai une petite boule de cristal là. En fait, partager les mêmes valeurs, s'engager et aussi connaître le sujet, je pense que c'est un sujet fondamental. Et je reviens juste sur l'idée de maillon, donc de chaîne
qui se lie. Le premier maillon de cette chaîne, c'est l'utilisateur de l'outil, c'est le chef de projet qui va être derrière son écran et qui ne va pas forcément, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, connaître l'enjeu, connaître les méthodologies et connaître en fait la manière de venir valider les différentes étapes du bilan carbone. Donc l'idée, c'est de faire monter cette personne en compétence et de lui donner les outils, les atouts pour qu'il puisse justement engager les autres maillons de la chaîne au fur et à mesure et venir ensuite solidifier cette chaîne. Je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil à ce que justement vous nous proposez, Appcraft et Climate. Vous pourrez retrouver la présentation juste derrière. Ah oui, on va faire une petite démo parce que, comme tu dis, l'enjeu, c'est vraiment le participant. Et le participant, en fait, on l'engage déjà avant l'événement, c'est-à-dire que dans le formulaire d'inscription, en fait, on peut intégrer déjà des informations qui sont liées, voilà, comment vous allez venir à l'événement, ou de façon globale, voilà, on sait que l'ensemble des participants vont venir en train, donc ça va nous permettre d'avoir ce calcul-là. Et puis, ça va nous permettre déjà de le sensibiliser. Typiquement, il faut savoir, par exemple, si on a le choix entre plusieurs repas, un repas carné, il va avoir un impact colossal par rapport à un repas qui sera un peu plus, qui sera sur d'autres bases. Donc, tout ça, c'est aussi de la sensibilisation auprès des participants. Et donc, nous, ce que l'on a décidé, c'est dans notre plateforme d'intégrer systématiquement, et du coup, on l'offre à tous nos clients, sur la partie de gauche, en fait, on voit qu'on a la partie bilan carbone, et donc, pour tous nos événements, on est en capacité de faire cette mesure. Et l'idée pour nous, c'est donc de mieux connaître, en fait, l'impact que l'on va avoir, et donc, dans la plateforme, sur les type d'émissions, que ce soit le transport, que ce soit le visionnage des vidéos, les pages vues, et du coup, ça va s'incrémenter aussi au fur et à mesure, parce que là, on est sur la V1, on va pouvoir mesurer davantage cet impact-là, et l'impact aussi au niveau des participants, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, ben voilà, vous avez participé à cet événement, et en fait, vous avez dépensé tant de kilos de CO2 en venant sur cet événement. Donc, on va voir les détails des émissions, donc transport, visionnage des replays. On voit voilà aussi, et par typologie, par type de transport. Donc, c'est souvent l'avion qui est le plus consommateur en CO2. On a aussi la partie, l'impact de la diffusion, la consommation des participants, et puis également des capsules plus pédagogiques, donc à coécrire avec des spécialistes comme Green Événement. Et ensuite, l'enjeu, c'est que toutes ces informations qu'on a pu capter, aussi bien au niveau du participant, mais également au niveau du programme. Parce qu'en fait, quand nous, on détaille le programme de l'événement, on peut savoir sur chaque slot quel est l'impact CO2 de chaque slot. Et donc ça aussi, ça va nous permettre de travailler avec d'autres métiers, avec les traiteurs, avec les responsables de lieux aussi, avec les hôtels, parce qu'on a une grosse partie liée à la partie rooming, roommate. Ben voilà, là aussi, sur les hôtels, il y a un impact carbone lié aux hôtels. Et toutes ces informations-là, on les a forcément dans un système de event management system qui est global et qui va piloter l'intégralité de l'événement. Et donc, l'idée ensuite, c'est que ces informations, elles puissent être poussées directement sur Climate. Oui, et donc l'idée, c'est effectivement de connecter ces deux plateformes pour que l'utilisateur, en fait, n'ait pas, comme évoqué précédemment, à passer du temps à ressaisir des données, éventuellement faire des erreurs dans sa saisie. Voilà, c'est vraiment, on veut fluidifier en fait tout ce processus-là. L'idée aussi, c'est de venir compléter en fait les postes d'émission qui auraient été donnés par Appcraft. Donc là, on a vu toute la partie virtuelle ou digitale et le transport des participants, transport qui est souvent le poste d'émission le plus important. L'idée aussi, c'est en fait dans Climate, l'objectif de calculer son empreinte et de la réduire sur l'ensemble des postes, c'est un sujet qui n'est pas forcément de base très facile et c'est pour ça qu'on a intégré un module e-learning. Donc non seulement cela permet de venir assimiler les données, de les comprendre, mais aussi de les utiliser et d'en faire des actions concrètes. Et donc si on regarde la landing page qui est juste ici, donc bien sûr il faudra s'inscrire sur Climate en parallèle d'Appcraft et la connexion se fera en fait par simple transfert de fichiers qui sera directement téléchargeable depuis Appcraft. Donc ici on voit l'ensemble des postes d'émission qui ont bien été reportés sur les postes d'émission qui avaient été évalués par Appcraft et ensuite les autres postes d'émission sont complétés
par les informations qui vont être incrémentées au fur et à mesure. L'objectif ici, Laurent, tu évoquais tout à l'heure le terme de scénarisation. Je pense que le terme de scénarisation est important, non seulement dans le processus en tant que tel, mais aussi dans l'éco-conception de son événement. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'anticiper l'impact de son événement, de le prévisualiser pour pouvoir l'ajuster en amont, parce que tous les événements ne sont pas récurrents. Donc forcément, on a besoin de connaître en amont l'impact pour pouvoir faire les bonnes actions et utiliser les leviers de réduction appropriés. Et donc, ensuite, les résultats ici ne sont pas forcément totalement détaillés parce que ça ne serait pas forcément très visualisable sur cette slide. Voilà, vous avez ici un exemple de répartition de l'impact sur base des données que Appcraft aura fournies aussi. Alors nous, on en fournit une partie. Oui, voilà. bien sûr. Mais l'idée, justement, c'est que... Donc nous, on n'a pas de calculette CO2 global. Ça, c'est le métier de Climate. Nous, on permet d'automatiser un certain nombre de choses sur les métiers qui nous concernent. Et donc, voilà, l'idée, c'est que de façon automatique, on puisse effectivement alimenter une plateforme qui, elle, ait une vision 360 sur l'événement, ce qui n'est évidemment pas notre cas. Merci beaucoup Samy et Laurent pour cette présentation. Il nous reste un peu de temps, je vous propose qu'on laisse place un peu aux questions, s'il y en a. S'il n'y en a pas, peut-être que vous souhaitez rebondir sur ce qu'on a vu depuis le début du webinaire, peut-être ? Je ne sais pas, par rapport à ce qu'on montrait éventuellement là, justement sur comment vous, à chaud, vous voyez l'impact pour vos événements et... C'est vrai que c'est extrêmement intéressant ce que vous avez pu développer et on voit bien justement que c'est pas la collaboration, c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses et à faire changer et à faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'en tout cas sur ce que vous nous avez présenté très brièvement, il apparaît essentiel justement que ça soit une combinaison d'acteurs qui puisse justement nous permettre après, nous en tant qu'acteurs, de trouver des nouvelles solutions, d'en parler, de co-construire avec nos différents partenaires pour que derrière, on ait des résultats et que derrière, on aille vers une transition pérenne. Oui, moi, je rebondis sur la notion d'écosystème. En fait, on est tous interdépendants les uns des autres. En tant qu'entreprise, on a des clients, des fournisseurs, des parties prenantes. Et c'est quand l'ensemble de cet écosystème est, entre guillemets, en train de fonctionner de manière cohérente pour un même but, à travers certains outils de mesure et à travers des actions communes, qu'on devient efficace. Donc tout ce genre d'initiatives autour, par exemple, de l'événementiel, effectivement, si l'ensemble de l'écosystème autour de l'événementiel se met ensemble à fonctionner de manière cohérente pour collégialement réduire l'empreinte carbone et aller vers quelque chose de plus durable, c'est déjà un grand pas. Et puis la deuxième question, celle que je disais, la troisième plutôt, c'est quel est le sens de ce qu'on fait ? Ça, tout le monde doit se la poser à tout moment. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que combattre l'empreinte carbone, c'est rentrer dans les mœurs. Pourquoi on fait ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ou arrêter de le faire ? Ce n'est pas du tout rentrer dans les mœurs encore. Et pour autant, si on regarde bien à l'échelle de la planète, et si on veut vraiment résoudre le problème principal, il y a un moment donné, on ne fera pas que de la croissance. Il faut être totalement honnête avec le public. Ça passera par des renoncements à des choses qu'on faisait, qu'on ne fera plus. Et ça passera par quelques, entre guillemets, pas décroissance, j'aime pas ce mot, mais en tout cas faire moins que ce qu'on faisait auparavant. Merci en tout cas de revenir à ce sujet de sens, sujet par lequel je trouve qu'il est vraiment important de commencer en fait les échanges et donc pourquoi pas de les finir. On a encore un petit peu de temps. C'est souvent un sujet tabou que de parler de limitation, de choix. Pour autant, ne pas en parler ne fait pas que ce n'est pas une réalité. Et donc là, finalement, ce qu'on cherche à proposer aux acteurs de la filière, c'est de s'emparer du sujet pour que ce soit eux les maîtres, finalement, de la décision, qu'ils accompagnent les donneurs d'ordre vers ce choix, et non pas demain qu'il y ait des décisions complètement peut-être irraisonnables. Parce que quand on regarde, comme on dit, finalement, l'événementiel, par rapport à toute l'activité, on parlait des investissements que fait la BPI, l'impact carbone, clairement, il est énormément là. Sur des sujets industriels, c'est là où, en termes de quantité, que le carbone est. Donc, ça serait quand même dommage que les événements qui sont des lieux où on crée aussi du sens, on réunit ses publics, on raconte des histoires, on fait bouger les choses, que ce soit les premiers à disparaître. Personnellement, je pense que ça n'aurait aucun sens.
Voilà. Mais sauf que ça, il faut être en capacité de le démontrer, de l'affirmer, d'en parler, et non pas de se cacher et de dire que voilà, tout ça fait peut-être peur, mais en tout cas, c'est certainement pas ça qui va faire que la filière va pouvoir se défendre demain. Et quand on crée là on parle beaucoup d'outils, de connexions, etc. Mais je pense que j'aime bien remettre quand même du sens là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça parce qu'on croit que la filière de la rencontre, elle a énormément de sens, que c'est aussi une filière de vecteurs d'information qui va permettre de faire changer le monde, parce qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que les changements, ils ont besoin avant tout d'être culturels, si on veut rentrer dans différentes logiques. Je pense qu'il faut qu'on ose aussi le dire, le répéter et s'engager là-dessus. C'est certes des solutions technologiques, mais au service du bien commun, j'espère. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ce qui nous porte de chaque côté de la table. Je trouve que ça fait une belle conclusion, de voix féminines. On est encore un peu en majorité sur ce plateau, mais effectivement, le sens, il est clairement là, quoi. Donc, merci à tout le monde. Si tu veux. Merci Thomas. Merci beaucoup. Juste pour conclure, peut-être, Laurent, je me posais une question. Comment est-ce que... C'était bien quand même. Là, J'avais une dernière question, désolé. Comment est-ce que vous pensez qu'une activité événementielle qui aujourd'hui est éphémère peut se traduire en activité durable ? Je rebondirais sur ce que vient de dire Béatrice. Je pense que notre métier, c'est un métier de la rencontre. Et que la rencontre, elle est intrinsèquement nécessaire de par, nous sommes des animaux sociaux, et que du coup, forcément, il faut... je ne pense pas que l'événementiel va disparaître parce que cet espace de rencontre, il sera toujours nécessaire. Il va falloir le réinventer, il va falloir le penser autrement, il va falloir être créatif dans les années qui viennent, pour que justement ce soit une activité durable et qu'on puisse en profiter. Et on n'a pas forcément besoin d'aller de l'autre côté de la planète pour que cette rencontre, elle soit fantastique. Et je pense que là, on a plein de choses à imaginer et que derrière, on offre un peu de technicité, mais derrière, c'est pour l'oublier et pour que vraiment on puisse être en contact les uns et les autres, et pour avoir des moments de rencontre qui sont beaucoup plus justes. On a parlé beaucoup de la partie carbone, mais il y a aussi dans le volet RSE la partie sociale et sociétale qui pour nous est très très importante. Donc je pense que sur ces aspects-là, il y a beaucoup de choses à faire, et il faut que toute la filière, et c'est un peu le cas quand même sur la filière événementielle, s'engage, et que les acteurs fassent aussi un peu preuve de courage et se dire non, on y va, et on va mettre les mains dans le cambouis, et on va voir qu'est-ce qu'on peut proposer à la filière pour que justement nos moments de rencontre ils perdurent pour nous, pour nos enfants, et pour plus. Effectivement, c'était une parfaite conclusion. Merci à, merci à vous tous d'être venus. Merci, Et, Thomas. Merci Thomas. Très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.